Et c'est le moment bonus avec les cloches de l'église où on répond aux questions que vous avez voulu poser à Isabelle Sorante. Que vous nous avez envoyé sur notre compte Instagram, La Fabrique. Que vous nous avez envoyé sur notre compte Instagram, La Fabrique. Podcast, La Fabrique Podcast, bien sûr. Évidemment. Alors, on a une première question de... Bon, ça va être compliqué. KM777. D'accord. Est-ce que les maths t'ont aidé à l'écriture ? Est-ce que ta formation scientifique, parce que ça recoupe une question aussi de Bixem, est-ce que ta formation scientifique t'a aidé, t'aide dans l'écriture, dans la création ? Peut-être pas la formation scientifique, mais l'espèce d'attention ou de concentration sur les mondes invisibles, qui est la même en fait. Et je crois d'ailleurs que si j'aimais les maths quand j'étais plus jeune, c'est parce que j'adore regarder les mondes intérieurs. Donc il y a quelque chose de commun qui est une forme de contemplation. D'accord. Ça répond à la question. Ouais. Clairement. Moi, il y a une question que je trouve, mais qui va peut-être rebondir sur le monstre de Dianouka, qui dit: est-ce que le fait de créer des choses dark ou sombres permet d'exorciser ses peurs ? Ah, je sais pas si ça exorcise, mais je crois en tout cas qu'il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réconciliation. C'est-à-dire tu as honoré, tu honores en fait tu honores quelque chose que d'habitude on ne va pas honorer, ou que d'habitude on va éjecter ou mettre dans un tiroir. Et donc en faisant ça, tu deviens plus complet. Et donc ça, je ne sais pas si ça exorcise la peur, mais ça donne un sentiment d'intégrité, quoi, d'entièreté, qui est très précieux. Après, je ne le fais pas vraiment pour ça. Des fois, je me dis, tiens, j'ai juste envie de raconter une histoire dark. Ouais. Mais par exemple, ça peut être... peut-être que tu peux partir des fois d'une angoisse, de quelque chose qui, à un moment donné, t'empêche d'être... en tout cas, des choses que tu rumines, des choses un peu sombres de ta vie de tous les jours, des problèmes. Je dirais pas consciemment. Non. C'est assez étrange. C'est-à-dire que moi, l'écriture ou les histoires vont m'amener... Des fois, je me rends compte que finalement, ça aura répondu à ce genre de choses très profondes, mais je m'en rends pas compte sur le moment. Sur le moment, je suis fascinée par une histoire ou quelque chose, et les liens avec je dirais mes besoins psychiques ou tout ça vont m'apparaître bien après. Sur le moment, c'est juste comme partir en voyage et tu dis, tiens, je vais partir à Bénarès. Voilà, tu as envie d'y aller. Et voilà, et tu y vas. Et bien longtemps après, tu vas te rendre compte que tu es parti cette année-là parce que ceci, parce que cela. Et en fait, c'est un peu pareil, je trouve, pour un livre. Il y a aussi quelque chose genre, ah là, j'ai envie de raconter une histoire qui se passe à tel endroit, comme une tragédie grecque ou whatever. Et en fait, tu vas te rendre compte que, waouh, ça en réalité, il y avait quelque chose qui te parlait profondément. Et c'est ce que j'avais déjà dit dans La Fabrique, le pouvoir extra-lucide et voyant des gens qui écrivent. C'est-à-dire qu'en fait, tu réalises après coup que tu as écrit ce qui était en train d'arriver, ce qui allait arriver. Oui. Et le dénouement de l'histoire, souvent le dénouement de ta vie un peu plus tard. Enfin, le dénouement. C'est pas forcément le dénouement, mais c'est ça. Mais tu ne le sais. Franchement, parfois, tu le sais même quand le bouquin il est imprimé. Oui, et ça fait un peu peur. C'est-à-dire que, par exemple, Jean Genet, dans une très belle interview qu'il donne à Poirot Delpech, je pense dans les années 70, je crois, il lui dit qu'il croit qu'il y a vraiment un pouvoir de prémonition, carrément. Et il dit à Poirot Delpech que pour lui, quand Rimbaud écrit Le bateau ivre, que Maquis explose, etc., il a la prémonition de sa gangrène à la jambe. Et on voit Poirot Delpech complètement se décomposer, enfin super terrifié quand Genet lui dit ça. Et c'est des choses qu'avec une amie romancière, Wendy Delorme, on a vachement remarqué. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dans les romans qui deviennent vrais. Au point que des fois, on se dit, il faut qu'on écrive un roman, l'histoire d'une romancière pour que tout se passe bien, quoi. Ouais. Parce que, voilà. Et qui gagne au loto, et à partir de là, elle résout tous les problèmes dans le monde. Super, voilà. Mais le problème, c'est que c'est jamais ça qu'on écrit. Bizarrement. C'est jamais ça qu'on a envie d'écrire. Parce que tu peux pas tromper complètement la chose en toi. Et il y a une question d'André Jean.
qui nous demande d'où vient ton goût pour la littérature. Eh ben, je me demande si c'est pas lié à, je dirais, quelque chose d'un peu métissé. C'est-à-dire que j'ai une partie de ma famille qui était des Siciliens de Tunis, donc qui était née en Tunisie depuis plusieurs générations, parce qu'on ignore que, en fait, en Sicile, les gens mouraient de faim sous Garibaldi, donc ils traversaient en barque pour aller en Tunisie. Donc c'était une émigration, c'était des Européens qui allaient en Tunisie. Et du coup, qui n'avaient pas vraiment de pays, qui se sont naturalisés français avant la guerre, pour pas être pris, je dirais, pour contredire Mussolini, quoi. Et donc, il y avait la France était et en fait cette famille, ils adoraient Balzac, Zola. Donc la littérature était pour eux la manière de se relier à cette France qu'ils connaissaient pas, et également à l'Italie qu'ils connaissaient pas non plus, parce qu'en fait ils parlaient surtout arabe et sicilien, et le sicilien qui se parlait là-bas était un mélange d'italien et d'arabe. Et après, quand ils sont arrivés en France, moi, ma mère donc venait de là, et elle épouse mon père qui était alsacien, dont le père était en fait allemand. Et toute cette famille, quand ils se réunissaient, il y en avait la moitié qui parlait qu'alsacien, l'autre moitié qui parlait sicilien et arabe, et le français, c'était la langue du médium, quoi. Je dirais la langue Hermès, la langue du messager. D'accord, et les livres de Balzac et Zola, c'était les livres qui permettaient que toutes ces grands-mères, ces grands-pères, ces gens qui avaient des expériences de vie et de guerre d'ailleurs, qui avaient absolument rien à voir, ils communiquaient. Et du coup, je crois que pour moi, ça a beaucoup joué, parce que j'avais l'impression que les livres, c'était l'endroit où toutes ces personnes qui, en plus, c'est pas seulement qu'ils ne s'entendaient pas, mais ne se comprenaient pas. Là, ils se comprenaient. Et les belles discussions qu'il y avait dans ma famille, entre mes parents, mes grands-parents et ces gens qui avaient, en plus, qui venaient des fois de classes sociales très différentes, etc., c'était toujours sur les livres, ou sur les films d'ailleurs. Mais quand on parlait de romans, quand on parlait de Balzac, de Zola, de Pierre Buck, des Trois Mousquetaires, tout le monde était content. C'était un truc où c'était le langage commun. D'accord, et je crois que pour moi, ça a beaucoup joué. Ouais, ça a beaucoup joué. C'est-à-dire aussi, c'était ma patrie. Hier, je racontais ça c'est hallucinant. Je racontais ça à Mao. Je disais que moi, si je me suis mise à lire, c'est une jeune fille humoriste, une jeune femme humoriste qui vient dans l'émission depuis quelques semaines, et je lui expliquais que moi, pour faire un lien avec ma mère, parce que je sentais, parce que ma mère était très glacée, comme elle lisait beaucoup et qu'elle voulait pas qu'on la dérange quand elle lisait, et même avant de savoir lire, je prenais un livre, je me mettais près d'elle et je faisais semblant de lire. Qui partageait. Donc je mimais son occupation, et puis un jour c'est devenu vrai, et un jour c'est devenu notre lien. Mais je suis arrivée au livre exactement pour communiquer avec la personne avec qui j'avais le plus envie de communiquer. Je me déteste. Non, c'est génial. Ça et moi, je ne lis pas. Donc, voilà. J'ai sauté François. Puis c'était le fait d'avoir un pays, c'était la bibliothèque, quoi. Et est-ce que t'as ce truc qu'ont certaines personnes, que n'a pas Juliette par exemple, c'est est-ce que tu peux gribouiller sur les livres ou c'est sacré? Ah, alors oui, moi je gribouille pas, mais je peux mettre des traits quand j'ai été très émue par un passage. Alors moi je fais des gros machins. Ah non. Moi aussi, je peux même mettre des traits de couleur. Quand vraiment ça m'a bouleversée, je mets un trait orange. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est que souvent les livres que j'aime, je les relis et je me rends compte que c'est bien sûr plus les mêmes passages qui vont me bouleverser des années après. Et donc des fois, je note la date au crayon. Ah. C'est comme un labyrinthe. Donc oui, je note des petites choses. Oui, il n'y a pas le truc sacralisé où il ne faut pas qu'il soit écorné. Je pense que le bois parle au bois, quoi. mais c'est tout. C'est pas si sacralisé que ça, et un peu quand même. Ouais. Ok, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Merci François, merci Ramzi. Juliette, merci Isabelle, merci Isabelle, merci François, merci Ramzi, et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.